Les Liégeois vénèrent le perron comme symbole de leur cité. Mais savent-ils ce que représente exactement ce haut bâton de pierre? Eh bien, c'était avant tout et d'abord un lieu de pouvoir et de justice. La loi de Liège était établie par la coutume, et l'évêque, comme roi en son domaine, avait pour devoir de la faire appliquer à tous les habitants de la principauté, à Dinan comme à Oui, de Bouillon à Thon. La justice de l'évêque était l'officiale. Au départ, un ecclésiastique, mais l'évêque finit par nommer un échevin pour l'assister dans les affaires concernant les laïcs, c'est-à-dire les personnes n'ayant aucune fonction religieuse. Cet échevin siégeait dans un tribunal en plein air à la vue de tous. À Liège, ce tribunal se tenait à proximité de la cathédrale Saint-Lambert, dans un lieu nommé En-Gérardrie. Les Liégeois reconnaissent là le nom d'une petite rue particulièrement vivante de leur cité. Bientôt, ce tribunal gagna un lieu couvert situé sur le marché, le Destroi, un vieux mot qui signifie justice. Quand tu dis « à la vue de tous », Mais ça veut dire à la vue de tous. Tu sais, aujourd'hui encore, la justice est publique, offerte à la vue de tous les citoyens. mais c'était pas dangereux? Enfin, les gens pouvaient s'exciter jusqu'à devenir agressifs. Oui, ça arrivait même parfois, tu sais. Le Moyen-Âge, oui, c'était un âge de la soumission, mais aussi parfois c'était l'âge de la rébellion. Mais c'est pas cohérent ce que tu dis. Si, parce que ça veut dire que les gens étaient capables d'endurer, mais jusqu'à une certaine limite. Et la limite, une fois franchie, alors là... Comme dans n'importe quelle autre cité du Moyen-Âge, Liège avait son lieu de justice, son pilori, où le seigneur montrait son droit de justice, mais aussi exhibait ses décisions, faisait proclamer ses avis et sentences, enfin, faisait exécuter ses châtiments. Le plus souvent, ce pilori était un simple poteau auquel était attaché un condamné, parfois entravé d'un carcan, parfois simplement alourdi de chaînes et garni d'une infamante annonce sur une planchette de bois. Le but de l'exposition était l'humiliation, la désignation du condamné à la réprobation populaire. Naturellement, cette humiliation n'était pas la peine la plus spectaculaire, car le châtiment pouvait aller des coups de fouet à la mutilation. Il aboutissait parfois à l'exécution par la roue, la pendaison, l'écorchement, la décapitation. À Liège comme ailleurs, les condamnés à mort étaient exécutés selon la nature et la gravité de leurs crimes. Les meurtriers étaient généralement pendus, mais les faux monnayeurs bouillis vifs dans la poix, les avorteuses enterrées vivantes. Enfin, les hérétiques, les juifs convaincus d'attentats sur la religion chrétienne et les sodomites étaient livrés au feu. Ce devait être un horrible spectacle. Non, pas vraiment, c'était l'occasion d'une kermesse populaire. On allait avec ses enfants voir les exécutions. Des enfants? Oui, on les mettait sur ses épaules pour qu'ils puissent bien voir. Mais ça devait traumatiser les gosses, non? Non. Tu sais, le spectacle de la mort était habituel en ces temps où la vie humaine, oui, était dure, mais bien plus courte et rapidement terminée. L'endroit des exécutions à Liège était le Mont Saint-Gilles, une vaste colline boisée, de sinistre réputation, car fréquentée par des brigands. Superstitieux comme tout, les Liégeois avaient peur des orages et des bourrasques qui en descendaient, annonce de quelque mauvaise nouvelle. C'est aujourd'hui un lieu ironiquement rebaptisé rue de la Justice, non loin de l'église Saint-Gilles, sur les hauteurs du Nord. Le lieu des exécutions était en patois appelé le Mauvais Trou, et pour cause, c'était là que se trouvaient le gibet, la roue ou le billot. Un long sentier grimpant y menait depuis la porte Saint-Martin. Toutefois, par la suite, seuls les étrangers et les bandits montèrent vers ce calvaire.
Les citadins liégeois, eux, avaient droit à un décor plus prestigieux et étaient exécutés place du marché, à proximité du perron. Les plus riches devant le parvis de la cathédrale Saint-Lambert, qui lui faisait face. Symbole de liberté communale, le perron était donc aussi un lieu de supplice, témoin d'une justice parfois expéditive, repris par la ville de Liège sur son blason officiel, preuve des énigmatiques contradictions de l'esprit frondeur de la cité. Au départ donc pilier de justice, le perron était aussi un lieu de proclamation. C'est là qu'on publiait les lois, les arrêts, les sentences criminelles, et cette publication se faisait à cri de perron, c'est-à-dire à voix très haute, pour rassembler la foule des passants. Et ça devait être un sacré boucan, toutes ces lois qu'on gueulait, non? Bon, pas le choix, la plupart des citadins ne savaient pas lire. Et les gazettes n'existaient pas encore, je présume. Non. Mais le téléphone arabe fonctionnait déjà très bien. Notre monument trône sur l'actuelle place du marché, dans le cœur de la vieille ville. Il se présente comme une colonne cylindrique dressée sur quelques marches, elle-même supportée par 4 lions. On aperçoit à son sommet 3 grâces, hissant une pomme de pin surmontée d'une croix. On lit en haut du fût les énigmatiques lettres LG, certainement liées au nom de la cité, mais que certains persévèrent à identifier comme l'abréviation de la formule Libertas Gentis, liberté du peuple. Croix de juridiction, le perron était pour les Liégeois un symbole de liberté, non pas considéré comme l'émancipation de l'individu au sens de la Révolution française, mais au sens de l'indépendance de la cité et des libertés communales. Quand les citadins se rebellèrent contre leur prince, ce fut là qu'ils vinrent se réunir et écouter leur tribun. En novembre 1467, le Téméraire le fit enlever et transporter à Bruges. Après sa mort, sa fille, Marie de Bourgogne, le rendit aux Liégeois, soulevant parmi eux de sonores éclats de joie. Le perron fut dès lors replacé au cœur de la cité, place du marché, mais juché cette fois sur une fontaine. Le 9 janvier 1693, une furieuse tempête renversa notre poteau de pierre. En 1696, le sculpteur liégeois Jean Delcourt, chargé de la restauration du monument abattu, remplaçait les 3 ribaudes, qu'on voyait au départ sous la pomme de pin, par 3 grâces plus morales en marbre blanc. Le monument fut plus tard défiguré par la Révolution, qui lui retira sa croix et sa pomme de pin. Il fut toutefois rendu à sa première apparence quand le calme fut revenu. En 1992, les 3 grâces de Delcourt ont été extirpées du monument en raison des dégradations que leur faisait subir la pollution urbaine. Elles furent placées
dans le musée Curtius, aujourd'hui le Grand Curtius, où elles sont toujours livrées à notre admiration. Aujourd'hui, en haut du monument, ce sont des copies qu'on aperçoit. Des copies? Oh, peur! Tu préférais peut-être qu'il n'y ait rien du tout.